Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, des journées portes ouvertes des institutions de la République. Le vice-président Thiemo Komélié-Koné préside cette deuxième édition. Elle vise à ouvrir tous les démembrements de l'État à la population. Les Ivoiriens invités à s'y rendre pour connaître et mieux comprendre le fonctionnement de chaque entité de la nation. D'importants acquis dans l'action gouvernementale. Il s'agit entre autres de la revalorisation salariale, la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, le développement des infrastructures, l'emploi. Le Premier ministre a fait le point face à la presse. Patrick Achi annonce la poursuite des actions pour améliorer davantage le quotidien des populations. L'inquiétude persiste en Ukraine ce lundi après les nouveaux tirs contre la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique est très inquiet. Il craint que ces tirs ne finissent par provoquer une catastrophe. Le vice-président de la République était à la cérémonie inaugurale des journées portes ouvertes des institutions de la République. Thiemo Komélié-Koné a présidé cette deuxième édition, une rencontre qui met l'accent sur la cohésion sociale et l'unité nationale. Le reportage de Awatouri. Les institutions de la République veulent prendre toute leur place dans le processus de réconciliation nationale. Des journées portes ouvertes sont ainsi organisées pour mettre en lumière et renforcer leur contribution à la cohésion sociale et l'unité nationale. Il s'agit aussi de rapprocher ces institutions de la population. Pour que notre pays soit le modèle de l'espérance promise à l'humanité, il importe que chacun de ses citoyens ait une parfaite culture civique qui l'amène à aimer, à respecter et à défendre les institutions de la République. La connaissance des institutions de la République est, selon le ministre d'État auprès du président de la République chargé des institutions, une nécessité pour les citoyens. Nos institutions sont là, toujours aussi fortes, debout et persuasives au service de l'Ivoirien nouveau. C'est donc des moments d'apprentissage ou de révision collective que nous aurons au cours de ces assises qui mettent en lumière les potentialités de nos institutions en matière de promotion de la paix et de l'unité nationale. Le vice-président de la République, Thiemo Komélié-Koné, a pour sa part relevé que les journées portes ouvertes des institutions offrent l'opportunité de rassembler la nation tout entière autour des valeurs de cohésion sociale et d'unité nationale. Pour la majorité des Ivoiriens, les grandes institutions de la République sont des lieux lointains et inaccessibles, des lieux de mémoire, des lieux symboliques, presque mythiques, où s'inscrivent des grandes pages de la politique de notre pays. Le président de la République a pour sa part une autre idée de ces institutions, en particulier de l'administration publique. Il n'a cesse de nous inviter tous, quel que soit notre niveau de responsabilité, à faire en sorte que le service ou la chose publique soit le plus accessible possible à chacune et à chacun de nos concitoyens. C'est pourquoi je tiens à adresser mes sincères félicitations à Monsieur le ministre d'État en charge des relations avec les institutions de la République pour la constance de son engagement à organiser ces journées portes ouvertes. Elles prolongent efficacement les actions de valorisation, de vulgarisation et d'appropriation des instances constitutives de notre pays. Pour consacrer l'ouverture de ces journées, le vice-président de la République, Thiemo Komélié-Koné, a procédé à la coupure du ruban, ouvrant ainsi un forum d'échange et de partage entre le public et les institutions. L'animation des 13 stands des institutions est assimilée, ainsi que 5 panels constituent les temps forts de cette deuxième édition des journées portes ouvertes des institutions de la République.
À la primature, c'est le deuxième grand oral du Premier ministre devant la presse. Patrick Achi entend, via l'exercice, permettre aux populations d'être mieux informées sur l'action gouvernementale. Alors, il a fait le point de ces derniers mois dans divers domaines, société, éducation, économie et politique. Alexis Oudarogo. J'attends votre top départ. Hein. C'est parti. L'approche se veut détendue. Ce lundi à la primature, face à la presse nationale et internationale, le Premier ministre vient rendre compte de l'action du gouvernement. Le chef de l'État, comme moi-même, sommes en effet convaincus que la parole de synthèse et de transparence qu'impose une conférence de presse est un exercice salutaire pour notre gouvernement. Car cet exercice, salutaire pour tous, permet de se pencher sur les actes que nous posons pour le pays, sur la transformation positive que nous voyons sous nos yeux et qu'il dessine pour les Ivoiriens, mais aussi d'aborder les thèmes qu'il nous faut renforcer ou les actions à mener pour faire plus, mieux et plus vite. Prévu pour 2 heures, le grand oral s'est finalement étendu sur près de 2h30 d'horloge dans la matière à foisonner. Malgré les 2 chocs mondiaux de ces dernières années, la Covid-19 et la crise russo-ukrainienne, le gouvernement ivoirien a enregistré des performances remarquables. Le gouvernement a pris des mesures fortes pour atténuer l'impact sur les populations ivoiriennes de cette crise mondiale. Nous avons maintenu l'accessibilité des carburants avec un plafonnement du prix à la pompe grâce à une subvention de l'État. Nous avons également continué cette politique de soutien au pouvoir d'achat en s'attaquant manifestement à la hausse des prix, tout cela pour maintenir un pouvoir d'achat aux populations. Enfin, à l'occasion de la fête de l'indépendance, le président de la République a annoncé une 2e trêve sociale de 5 ans pour notre pays, avec une amélioration sans précédent des traitements des salaires des fonctionnaires et agents de l'État. Et l'État est allé bien plus loin en renforçant son partenariat avec le secteur privé, mais aussi en mettant en œuvre des mécanismes pour soutenir les petites et moyennes entreprises via ses programmes Pépites ou encore GUD. Autre point clé de cette Côte d'Ivoire solidaire via le programme social du gouvernement doté de 3 200 milliards de francs CFA pour la période 2022-2024, l'amélioration des conditions de vie des populations fragiles. Autant de bons points dans un climat social et sécuritaire assaini. Le gouvernement du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, est au travail, conscient de l'ampleur de sa mission pour faire grandir partout en Côte d'Ivoire cette Côte d'Ivoire solidaire, attendue par tous les Ivoiriens. Au terme de son propos, le Premier ministre s'est ouvert aux questions de la presse. Et justement, le Premier ministre a évoqué le vaste programme social du gouvernement. Il a aussi répondu aux questions des journalistes liées à la vie politique. On retrouve Alexis Ouedraogo pour en parler. 5 questions pour éclairer l'opinion publique sur les grands actes de la vie politique ivoirienne. Sur le retour annoncé de Charles Blé Goudé et autres exilés, le Premier ministre se veut clair. Le monde entier considère aujourd'hui que le pays est revenu dans une situation où rien ne peut justifier que quelqu'un aille en exil et dise qu'il est justifié. Quels sont les efforts qui n'ont pas été faits, Marietou est là, pour que les exilés rentrent? Patrick Achi apporte des précisions sur les 46 militaires encore retenus au Mali. Dès le départ, du fait des relations séculaires entre la Côte d'Ivoire et le Mali, qui nous transcendent, qui datent de nos arrière-grands-parents, de notre histoire, le président a décidé de traiter ce sujet par la voie de la diplomatie. Et il n'a pas varié. Je crois qu'on s'en tient à ça. Autre point qui cristallise l'attention, la loi sur la nouvelle commission électorale indépendante, boudée par l'opposition. À aucun moment au cours de cette discussion, la question d'équilibre au niveau de la CEI n'est venue, puisque ça a fait l'objet justement de la phase 4 du dialogue. C'est parce que ce n'était pas équilibré qu'on a dit, bon, si on ne rajoute pas quelqu'un du PDCI, c'est déséquilibré. Donc on a rajouté quelqu'un du PDCI, c'est devenu équilibré, on est parti. Quand on a discuté maintenant, étant équilibré, pendant la 5e phase du dialogue, de dire, on va rajouter quelqu'un d'autre, non, on a dit, ah, attention, hein, si on est équilibré, qu'on doit rajouter quelqu'un d'autre, on devient déséquilibré. Donc on a dit, oui, on peut rajouter quelqu'un d'autre, à condition que l'équilibre soit maintenu. C'est la phrase qui a été écrite. À condition que l'équilibre soit maintenu. Ça veut dire, si on ajoute un chez vous, on ajoute un chez nous. On ajoute 2 chez vous, on ajoute 2 chez nous.
Voilà le principe de l'équilibre. Le chef du gouvernement rappelle l'engagement constant du chef de l'État à maintenir un climat de paix, à renforcer la cohésion sociale. Le président Alassane Ouattara n'a fait que poser des actes en faveur d'un retour à une situation apaisée, stable, pour que le pays retrouve véritablement le chemin du développement durable. L'expérience professionnelle qu'il a eue tout au long de sa carrière lui a permis de voir dans de nombreux pays qu'en dehors de la stabilité et la paix, il n'y a d'issue pour personne, ni opposition, ni parti au pouvoir. Notre seul salut, c'est la paix. Et il n'a travaillé que pour ça, depuis le 2011. Et dans cet environnement de stabilité, le gouvernement déploie sa politique sociale, avec notamment la mise en œuvre de la CMU. Plus de 360 centres de santé ont été réhabilités et équipés sur toute l'étendue du territoire, ainsi que des conventions signées avec l'Ordre des pharmaciens pour la disponibilité des médicaments. Après avoir investi près de 1000 milliards dans le système de santé publique, pendant que d'autres sont prélevés de façon obligatoire, les fonctionnaires y sont prélevés de façon obligatoire, c'est déjà le cas, qu'un certain nombre qui ne se sont pas encore enrôlés, on rend pour certains actes administratifs le caractère obligatoire pour qu'on accélère leur enrôlement. C'était tout. Avec la CMU, c'est le PS-Gouv2 qui est entièrement déployé. Dans tous les secteurs sociaux, véritablement, le PS-Gouv a fait la preuve de son efficacité. Et on en est, je dirais qu'à la première année, 2023 va être encore plus importante. En 2011, combien de personnes avaient un abonnement à l'électricité? C'est-à-dire avaient dans leur maison une ampoule qui pouvait allumer. 1 100 000. Aujourd'hui, on a combien d'abonnés? 3 500 000 abonnés. Inédit, jamais vu. En l'espace de 10 ans, le dialogue social a donné des résultats que les centrales syndicales elles-mêmes ont dit n'avoir jamais vu de leur vie. Inédit dans le pays. On a atteint des niveaux qu'aucun d'entre eux avait même rêvé. Le président a été quelquefois dans les discussions que nous avons eues, ça a été chaud, on a dit, président, voilà, eux, ils ont demandé ça, si vous donnez au-dessus qu'ils ont donné, il dit, vous donnez le maximum. La situation est difficile, on est dans un pays qu'on dit solidaire, il faut partager cela. C'est dans ces moments difficiles-là qu'un gouvernement montre qu'il est en phase avec ses populations. La problématique des logements sociaux n'est pas non plus ignorée. Entre la société de logements sociaux, la banque exclusivement dédiée au financement du logement social, avec donc un crédit acquéreur concédé à des conditions concessionnelles, et une société de garantie du logement social, on rentre pratiquement dans tous les obstacles qu'on pouvait avoir pour avoir des logements en volume. Mais en plus, le ministre ne s'est pas arrêté là. On a lié cela pour promouvoir également l'entrepreneuriat national. Tous les logements qui seront réalisés à l'intérieur du pays, qui sont des R+4, le sont exclusivement par des entreprises nationales. Et le gouvernement chérit une seule vision, améliorer encore et toujours les conditions de vie des populations. Et avec l'enseigné Bakayoko abordant les questions économiques, le Premier ministre a fait un large tour d'horizon des réformes engagées et des chantiers d'infrastructure, des grands projets qui vont accélérer la transformation de l'économie nationale. En réponse à l'inflation quasi mondiale qui a remis en cause toutes les prévisions de croissance, le gouvernement a pris une batterie de mesures sociales fortes et généreuses. Nous avons maintenu l'accessibilité des carburants avec un plafonnement du prix à la pompe grâce à une subvention de l'État. Nous avons également continué cette politique de soutien au pouvoir d'achat en s'attaquant manifestement à la hausse des prix, les prix des matières premières, en particulier celui de la fixation des prix du cacao, de la noix de cajou, du café, dans le plafonnement des prix des principaux produits alimentaires, dans la subvention accordée au secteur de la boulangerie pour la farine boulangère, tout cela pour maintenir un pouvoir d'achat aux populations. Ces mesures auxquelles s'ajoute la revalorisation salariale en faveur des fonctionnaires et autres agents de l'État ont permis non seulement de préserver le pouvoir d'achat des populations et de contenir l'inflation à un peu plus de 6%, mais également de projeter la croissance à 6,8% en 2022. En ce qui concerne les infrastructures, de grands chantiers sont achevés ou en exécution. Ce sont notamment l'achèvement de la première phase du terminal industriel polyvalent de San Pedro, l'achèvement du deuxième terminal à conteneurs de port d'Abidjan qui sera inauguré dans quelques jours, les infrastructures de soutien à la productivité vivrière locale avec la livraison prochaine du marché de Boaké,
les grandes infrastructures pour la fluidité du transport dans le Grand Abidjan, les infrastructures de mobilité régionale avec la finalisation de l'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou et, bien sûr, l'accélération des travaux de la côtière. Enfin, les infrastructures, bien sûr, de la CAN 2023 que tout un chacun suit actuellement avec beaucoup de minutie, on le voit. En plus de l'industrie piscicole, de nombreux projets structurants dans le secteur agricole sont ouverts, notamment l'agropole de la zone nord qui va contribuer à la restructuration des filières anacardes, mangue et oignons, puis relancer la filière risicole. Nous travaillons également au renforcement du partenariat État-secteur privé avec le programme PEPIT, destiné à nos entreprises à fort potentiel d'exportation dans les chaînes de valeur stratégiques ou celles avec un fort impact domestique et national. Avec le guichet unique de développement des PME, le GUD, la future porte d'entrée unique des entreprises qui facilitera leur accès à des financements ainsi qu'à des marchés. Il sera, lui, officiellement lancé avant la fin de l'année 2022. Quant au paiement des fournisseurs de l'État, les délais sont ramenés à moins de 30 jours et un applicatif e-fournisseur est désormais opérationnel. Son rôle permet aux opérateurs économiques de suivre leurs factures et leur traitement en temps réel. La question des docteurs en quête d'emploi a fait l'objet de préoccupations des journalistes et nous vous proposons la réponse du Premier ministre. Est-ce qu'on est obligé de travailler dans la fonction publique? Pour moi, qui ai eu l'opportunité à un moment donné de ma vie de faire un tour à l'étranger, si vous allez aux États-Unis, le plus grand nombre de personnes titulaires des doctorats ne travaillent pas dans les universités. Si vous allez à Stanford, à Palo Alto, vous avez des centres de recherche dans lesquels il y a 2000 docteurs, 2000, dans un seul labo, avec des bureaux cloisonnés qui cherchent. Ils sont dans le privé, ils ne sont pas dans la fonction publique. Donc, je pense que l'État aide, éduque pour qu'on obtienne un diplôme. Et il y a des gens, leur diplôme, ça ne commence pas par le doctorat. Le CEP est un diplôme. Le BPC est un diplôme. Le bac est un diplôme. C'est vrai qu'on l'oublie quand on a eu le diplôme suivant, mais c'est un diplôme, gardez-le, on ne sait jamais. Mais quand on a un diplôme de docteur, ce que je veux dire à nos frères, c'est que, malheureusement, bien que nous construisons un certain nombre d'universités, on ne peut pas trouver de postes pour eux tous. Et il faut qu'on commence également à changer de mentalité, parce que c'est un problème de mentalité dans notre pays. Vous n'êtes pas obligé de faire le travail pour lequel vous avez le diplôme. Il y a d'autres endroits où quelqu'un peut avoir un doctorat en sociologie et puis il est en train de faire l'informatique. Il gagne sa vie. Donc, quand vous essayez et qu'il n'y a pas de place ou que ça ne marche pas, on peut se reconvertir. Et l'État ouvre la possibilité, dans ses programmes aujourd'hui, de se reconvertir. Quelqu'un peut avoir un doctorat en littérature. On peut se reconvertir dans autre chose et aller dans le secteur privé. C'est bien pour ça que l'État dit le développement du secteur privé est le moteur de notre croissance et nous devons l'aider pour que les gens aient du travail. Donc je demande à ces étudiants titulaires du doctorat que je compatis avec eux. Mais si je veux vous aider, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité autre que la fonction publique? Est-ce que vous ne pouvez pas faire une reconversion? Est-ce que vous ne pouvez pas faire ceci ou cela? Je crois qu'il y a des opportunités innombrables qui sont là. Est-ce que vous ne pouvez pas créer une entreprise vous-même si on veut vous assister? Je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités. Si vous faites des benchmarks sur d'autres pays, vous allez vous rendre compte que le doctorat est un diplôme qui ouvre la porte à beaucoup de choses. Et sur les 5 thématiques abordées par le Premier ministre, le chapitre de la formation et de l'emploi, on retient de son intervention la création de 32 000 opportunités de stage-école, d'apprentissage ou de formation de reconversion. D'ailleurs, il en parlait à l'instant. C'est l'objectif en 2023. Formation, mais aussi renforcement des projets d'autonomisation des jeunes. Walter Amadou Ouattara. À cette conférence de presse, le Premier ministre Patrick Achi s'est voulu très optimiste pour le pays en 2023. Cela dans un climat mondial extrêmement exigeant. Abordant le chapitre « Éducation, formation et emploi », l'interlocuteur du jour des journalistes a réservé une place de choix au programme national de stage, d'apprentissage et de reconversion. Le programme national de stage et d'apprentissage ainsi que de reconversion, lancé nationalement le 24 octobre,
est déjà déployé dans les zones de fragilité également du Nord. Il proposera sur l'année près de 32 000 opportunités de stage-école sur l'ensemble du territoire en termes de formation, d'apprentissage ou de reconversion. Ce programme, dont 1159 jeunes sont déjà bénéficiaires, le chef du gouvernement a également mentionné la construction de 9 centres de formation et autant d'agropoles sur l'ensemble du territoire national. Pour cette année, des actions concrètes sont enregistrées. En matière d'éducation, nous avons achevé la construction de 43 collèges, de 565 salles de classe pour le primaire et le préscolaire. On a lancé avec le ministère de l'Enseignement technique un vaste programme de près de 9 centres de formation multidisciplinaires d'une capacité de 2000 chacun dans de multiples secteurs d'activité. Nous avons réhabilité des centres, donc ouverture de centres de formation accélérés. Quand on fait 2 fois la même classe dans l'enseignement secondaire général et qu'on continue d'avoir des difficultés, avec l'aide d'un conseiller pédagogique de l'école, il faut regarder, parce que certainement, l'enfant s'est trompé de voie, et regarder si dans l'enseignement technique et professionnel, il n'y a pas les filières dans lesquelles il peut s'insérer et continuer jusqu'à 16 ans, conformément à la loi, pour réussir sa vie. Au niveau scolaire, 5 millions de kits ont été distribués en ce qui concerne la promotion de l'emploi décent. Le Premier ministre a précisé que 22 projets collectifs portés par des groupements ont été transmis pour financement avec un impact de 1847 emplois directs. Toutes ces actions laissent entrevoir des perspectives meilleures pour une jeunesse ivoirienne davantage compétitive et autonome au plan socio-économique. Et après le point du Premier ministre sur tous ces sujets et les réponses aux questions, les journalistes se sont exprimés. Ils ont donné leurs impressions au micro d'Angela Diallo. C'est le deuxième dirigeant depuis sa nomination à la tête du gouvernement ivoirien. Et ce genre d'exercice, c'est ce que les journalistes souhaitent avoir. Cela permet d'avoir une idée claire et nette sur ce que fait le gouvernement. J'ai vu un Premier ministre qui maîtrise son action. J'avoue que j'ai été impressionné par son aisance, par la maîtrise des sujets qu'il a abordés. Cela est rassurant pour nous, les acteurs de la presse. Concernant les infrastructures, le Premier ministre a rassuré nous, journalistes, déjà de ce que tout sera livré d'ici mi-2023. Parlons de la CAN, nous serons à jour. Comme il a dit, on a vu la CAF qui s'est engagée en Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire va organiser une super CAN. Nous retenons que le dialogue a été franc. Le Premier ministre a essayé de donner vraiment des éléments de réponse pour montrer effectivement le travail qui a été fait par le gouvernement. C'est un échange qui donne à la fois des aspects positifs et aussi présente des aspects négatifs, mais plutôt sous la forme de perspectives de défis à relever. C'est un sentiment d'un citoyen rassuré davantage sur l'important travail qui est abattu par le gouvernement de Côte d'Ivoire, sous la houlette du président de la République, dans tous les secteurs d'activité. Le Premier ministre a fait un tour d'horizon qui nous permet de dire que la Côte d'Ivoire est vraiment sur la voie du développement, de la cohésion sociale, de la transformation, aussi bien de son industrie que même du cadre de vie. Autre chose dans l'actualité, s'est ouvert ce matin à Abidjan un conseil scientifique et technique de l'Association africaine de l'eau, la 90e session, réunit une dizaine de pays dans la capitale économique. Les participants en profitent pour préparer le congrès de février 2023. Grâce Kando. Abidjan, capitale de l'eau et de l'assainissement du 21 au 24 novembre. La 90e assise du Conseil scientifique et technique de l'Association africaine de l'eau, AAE, a démarré. Plus de 10 pays sont réunis. Nous avons donc le congrès qui est organisé en février 2023. Et pour préparer ce congrès et avoir des publications, des documents scientifiques de très haut niveau, nous avons ces instances pendant 4 jours, pendant lesquelles les experts vont travailler, préparer toutes les communications scientifiques qui seront faites au mois de février. L'eau, une denrée vitale, est encore inaccessible à plusieurs ménages sur le continent africain. L'AAE tire la sonnette d'alarme. Près de 2,1 milliards de personnes, soit 30% de la population mondiale, qui n'ont toujours pas accès à des services d'alimentation domestique en eau potable.
et 4,5 milliards, soit 60%, qui ne disposent pas de services d'assainissement adéquats. 17 grands fleuves et 160 lacs irriguent le continent africain, alors que 40% de la population n'ont pas accès à l'eau et à l'assainissement. Un tableau sombre, mais pas désespérant. Des actions sont menées au niveau des États. En Côte d'Ivoire, plusieurs actions sont entreprises pour mobiliser des ressources en eau en vue du développement des secteurs de l'eau et de l'assainissement. En outre, des réflexions sont justement menées pour mettre en œuvre une meilleure gouvernance de l'eau et de l'assainissement. Une gestion rationnelle des ressources et des moyens nous permettront ainsi de répondre aux engagements de l'objectif 6 des ODD, garantir l'accès de tous à l'eau, à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. En Côte d'Ivoire, le programme Eau pour tous est en cours dans les localités. Le défi à relever, régler la question du déficit d'eau potable dans les ménages. Dans la région de la Mer, un festival national des jeux traditionnels de plus de 300 joueurs s'affrontent. Une initiative du ministère du Tourisme pour rappeler à la mémoire de tous ces jeux pour ne pas qu'ils tombent dans l'oubli. C'est un reportage de Patricia Omou-Etia. Venus des 14 districts de la Côte d'Ivoire, ils sont plus de 300 joueurs pour cette première édition. À travers un tour d'honneur, en exécutant des pas de danse de leurs régions respectives, les festivaliers ont fait voyager le public. L'objectif du Festival national des jeux traditionnels est de les vulgariser et permettre à la nouvelle génération de se connecter à nos traditions. On envoie des jeux comme par exemple comme ça, c'est la musique qu'on fait quand on quitte au champ pour venir, pour se distraire un peu à la maison. Ce festival est également une rencontre endogène de promotion de nos valeurs traditionnelles. Plus de 200 jeux ont été identifiés afin de les promouvoir. Aujourd'hui, nous avons 50 jeux à présenter, donc une cinquantaine de jeux que les populations pourront découvrir. Certains sont en compétition justement pour sortir le meilleur jeu, ou le jeu qui présente le mieux, qui présente moins de dangerosité. Le ministre du Tourisme a pour sa part salué la fraternité séculaire entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, traduite par la présence du secrétaire général du tourisme du Gabon à ce festival. Nous avons jugé utile au sein du gouvernement d'avoir à s'approprier ces jeux pour en faire un atout. Florence Hachi, représentant son époux, le Premier ministre Patrick Hachi, a salué l'initiative et le choix porté sur sa région pour la promotion des jeux traditionnels. En revisitant donc les jeux des différents peuples de notre pays pour les intégrer dans une politique de promotion touristique, le ministère du Tourisme fait œuvre utile. Merci de faire de notre région et sa capitale Azopé la rampe de lancement de ce festival national des jeux traditionnels. Au thème des compétitions, les régions du Hambol et du Poro ont remporté les grands prix de ce premier festival des jeux traditionnels. Et depuis ces dernières années, de nombreux pèlerins ivoiriens entreprennent un voyage spirituel en Turquie. Cette année encore, la tradition est respectée. Grâce au gouvernement ivoirien, ils sont sur les pas des premières communautés chrétiennes dans ce pays. Un moment pour renforcer sa foi. Sidonie Davila, Fernand Conan, envoyés spéciaux en Turquie. Ils sont de plus en plus nombreux à choisir la Turquie pour leur pèlerinage. Ces chrétiens ivoiriens, près de 100 personnes, livrent leurs premières impressions. En terre turque, je suis déjà heureux d'avoir l'accueil. Tout est bien passé, on est bien reçu et il peut dire vraiment le peuple turc est accueillant. Je suis émerveillé déjà par l'organisation du pays. Le premier sentiment, c'est que le pays semble organisé en termes d'infrastructure, en termes de circulation routière. Et ce que je peux ajouter, c'est que nous sommes là pour raffermir notre foi chrétienne, au travers du voyage missionnaire de l'apôtre Paul en son temps et l'apôtre Jean. Sur les pas des premiers chrétiens en terre turque, ce pèlerinage conduit aux sources du christianisme et chacun y est arrivé avec une intention particulière. Que le Seigneur restaure ma famille et prier encore pour le pays et que la grâce de Dieu soit sur nos enfants, surtout la jeunesse. Je suis venu parce que je voulais moi-même être un témoin oculaire par rapport à ce que la Bible nous raconte. Prier d'abord pour notre beau pays, la Côte d'Ivoire,
prier pour toute la direction générale des cultes, prier pour le chef de l'État. Si la Turquie est aujourd'hui une destination de choix pour les pèlerins chrétiens, c'est bien par la seule volonté du gouvernement ivoirien qui, à travers sa direction générale des cultes, en a eu l'initiative. Dans le reste de l'actualité, l'inquiétude persiste en Ukraine ce lundi après les nouveaux tirs contre la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique est très inquiet. Il lance un appel à arrêter, je cite, cette folie, avec la crainte bien évidemment que ces tirs ne finissent par provoquer une catastrophe irrémédiable. Ces nouveaux tirs ont eu lieu hier. Ils n'ont pas provoqué de dégâts majeurs, mais ils ont néanmoins touché des installations sensibles. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité à 23h. Demain, 20h, retrouvez Marie-Laure Gourance, quitte avec ce que dit le sage ce soir. Quelle que soit sa taille, un seul arbre ne peut faire la forêt.